Bienvenue sur BNM TV pour ce 5e numéro qui se déroule du côté vendéen et plus particulièrement au bord de la rivière Autise, ou du moins ce qu'il en reste. Donc aujourd'hui on va essentiellement parler de la problématique des assecs estivaux qu'on va rencontrer de façon récurrente depuis le début des années 80 et qui ont pour conséquence les mêmes problématiques qu'on va trouver du côté donc Charente-Maritime de Sèvres. La rivière Autise a la particularité, comme le Mignon, d'avoir le fond de la rivière qui est poreux et en connexion avec la nappe phréatique. Eh bien, on a toute une partie de l'Autise qui s'engouffre dans cette nappe phréatique. Et ça de façon naturelle, mais sur des périodes d'étiage, donc c'est-à-dire fin août, septembre. Naturellement, c'était sur cette période-là. Depuis le lancement de l'irrigation en Sud-Vendée, eh bien donc on a constaté que ces périodes d'assec, qui au départ pouvaient durer quelques mois, mais plutôt fin d'été, début d'automne, eh bien se sont allongées, allant même à des assecs qui pouvaient commencer dès le mois de mai, voire le mois d'avril, et des problèmes de recharge de nappe qui pouvaient courir jusqu'au mois de janvier. Donc ça nous est arrivé de voir pendant plus de 6 mois la rivière à sec. Donc pour résoudre ces problèmes qui étaient donc dus essentiellement au prélèvement d'irrigation trop important par rapport donc à ce que la nappe phréatique pouvait donc fournir, eh bien on a mis en place, et donc on est les projets test au niveau européen, un programme de réserve de substitution sur cette vallée de l'Autise pour limiter les prélèvements estivaux, pour permettre à la rivière de rester en eau l'été. Donc un programme de 10 réserves ont été réalisées dans les années 2000 pour un total de 17 millions d'euros et pour un stockage global de 3 millions de mètres cubes. Et ces 3 millions de mètres cubes, au lieu d'être prélevés l'été, ont été donc déportés sur la partie hivernale. Donc quelque part le process pouvait paraître très intéressant. On prélève moins l'été, on garde de l'eau dans la rivière et un certain surplus d'eau en hiver est prélevé, stocké sur des bâches dans la plaine. Donc là on parle bien de l'eau des nappes phréatiques pour remplir les bassines et non pas l'idée reçue qu'on remplit les bassines avec l'eau de pluie. Vous allez donc autoriser la construction de retenues d'eau, autrement dit des barrages? Non, des retenues collinaires. On ne peut pas regarder l'eau tomber pendant 6 mois du ciel et puis la chercher les 6 autres mois. Ce qui est un vrai mensonge important, ce ne sont pas des retenues collinaires qui récupèrent de l'eau de ruissellement ou de l'eau de pluie. Donc quels sont le résultat sur un plan donc écologique? Ça fonctionne ou ça fonctionne pas les bassines? Ben, regardez par vous-même, aujourd'hui effectivement il y a quelques petits résultats mais qui sont vraiment à remettre en question. À savoir que premièrement, aujourd'hui nous avons les bassines pleines qui arrosent le maïs et la rivière est vide. Pourquoi? Parce que des seuils d'arrêt des pompages, des seuils sur les piézomètres qui sont beaucoup trop bas, c'est-à-dire que les prélèvements que l'on continue à faire dans la nappe phréatique, malgré le fait d'avoir les bassines, ne sont pas adaptés à la protection des zones humides, à la survie de la rivière Autise, comme pour le Mignon. Donc déjà, on s'aperçoit que malgré le fait qu'on ait décalé les prélèvements, ce n'est pas suffisant, on prélève encore trop d'eau dans la nappe phréatique pour pouvoir avoir un bon fonctionnement du milieu naturel. L'eau qui est prélevée l'hiver. Il faut savoir que depuis que le programme des 10 réserves de substitution de l'Autise est mis en place, c'est-à-dire depuis 2016 ou 2017, sur les 3 hivers qui ont permis un remplissage des 10 bassines de leur ensemble, durant un de ces hivers, on n'a pas pu prélever sur les périodes d'autorisation les volumes nécessaires pour remplir les bassines. Pourquoi? Parce que la nappe phréatique est descendue tellement bas l'été et à l'automne, dû au prélèvement et à la sécheresse, qu'elle ne s'est reconstituée que au mois de janvier à 4,70 m. C'est la cote dans laquelle on peut commencer à prélever de l'eau pour remplir les bassines. Le remplissage d'une bassine, c'est 2 mois, 2 mois de moteur qui tourne tous les jours. Une bassine d'1 million de mètres cubes, même si on a des bonnes pompes, ça ne se remplit pas en 2 heures. Donc en Vendée, on autorise à 4,70 m
les irrigants donc à remplir les bassines. Mais 4,70 m, ça correspond à quoi? Pour vous donner un ordre d'idée, quand la nappe est pleine, elle a plus de 6 mètres. Et donc toute l'importance du débordement de l'eau et de la quantité d'eau, donc de cette eau douce l'hiver, tout son rôle écologique, eh bien il ne se fait que quand la nappe est pleine, quand ça déborde, c'est-à-dire à 6 mètres. C'est-à-dire qu'on a autorisé à 4,70 m un pompage dans une nappe en hiver qui est partiellement rechargée. Elle est remontée, mais elle est très loin d'être pleine. C'est-à-dire que les pompages ne sont pas autorisés qu'en période de crue. Parce que si c'était le cas, ils ne pourraient pas remplir les bassines. Donc déjà, on s'aperçoit qu'on n'est pas sûr, si on respecte la réglementation, de pouvoir remplir ces bassines tous les hivers. Et donc, vu qu'en Vendée, c'est pas la France, eh bien l'année où ils n'ont pas pu la remplir dans les périodes autorisées, ils ont pris le gauche, et donc ils sont octroyés une dérogation pour continuer à prélever au mois de mai pour remplir les bassines, pour pouvoir irriguer tout de suite derrière. Ce qui fait que là, on voit déjà, il y a un problème. On peut avoir des hivers de plus en plus secs, et si on veut respecter le milieu naturel, on ne pourra pas remplir ces ouvrages hydrauliques. En Vendée, 95% de l'eau qui est bue, de l'eau potable, c'est de l'eau de surface. Et donc les 5% restent l'eau de la nappe phréatique. Pourquoi? J'ai jamais compris en fait. Je me pose toujours la question. Est-ce que c'est la stratégie qui s'est mise en place quand on a commencé à construire les complexes de barrages hydrauliques pour approvisionner donc la population en eau potable en Vendée? Ça reste une question. On m'a dit qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait une nappe phréatique avec tant de ressources. Pour l'instant, à mon avis, à l'époque, tout le monde avait un puits et tous les gens buvaient l'eau de la nappe phréatique. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'en Vendée, on a 40 millions de mètres cubes pour l'alimentation en eau potable, prélevés majoritairement sur des barrages avec de l'eau de surface qu'il faut retraiter parce qu'elle est très polluée par les pratiques agricoles essentiellement, sur un total de 120 millions de mètres cubes consommés. Voilà. Donc maintenant vous faites le calcul, sachant que les 120 millions de mètres cubes moins 40 millions, ça fait 80 millions de mètres cubes à partager entre l'industrie et l'agriculture. Donc là, je vous laisse deviner combien prend l'agriculture sur cette proportion. Donc voilà, remise en question de la gestion de l'eau en Vendée, de la gestion de l'eau par Vendéo, par tout le système de potabilisation, au regard des prélèvements en sous-sol. Il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur il y a 50 ans qu'il faudrait remettre dans l'ordre? On pourrait imaginer donc plutôt avoir du prélèvement de surface pour l'eau qu'on va utiliser pour les bassines, pour l'irrigation, et garder l'eau de la nappe phréatique du Dogger pour la population afin de payer moins cher cette eau qui est un bien commun. Et simplement aussi permettre de remettre en place les usages des puits qui sont forcément tout à sec depuis que l'irrigation s'est mis en route sur des périodes où il ne devrait pas être à sec tous ces puits. Si on regarde les assolements sur le territoire autour de ces bassines, eh bien en fait on a simplement maintenu par endroits la monoculture de maïs, hein, et sinon des alternances blé-maïs, blé-maïs, blé-maïs. On a zéro agroforesterie qui s'est mis en place. On a zéro production de fruitiers par exemple, très peu de maraîchers connectés aux bassines, je crois qu'il n'y en a même pas. Et donc sur un plan social, on a conforté des exploitations qui étaient déjà plus que confortées pour certaines par rapport à leur enveloppe PAC, par rapport à la taille des exploitations. Donc on a donné en gros pas mal de billes à des exploitations qui n'étaient pas forcément à plaindre. Et tout ça en toile de fond, en s'octroyant une ressource commune, à savoir l'eau de la nappe phréatique du Dogger. Donc voilà, sur un plan agricole, pas trop de changements, on continue sur la monoculture. Il y en a certains qui ont pu basculer en bio, tant mieux, ça fait moins de phytosanitaires. Et de l'autre côté, quelques petits éleveurs confortés, très bien. Mais majoritairement, on est sur un maintien de la production intensive du maïs que l'on envoie en exportation au port de la Palisse pour l'Europe du Nord afin d'alimenter les élevages hors sol de vaches pour produire du lait à pas cher qui vient concurrencer le marché du lait français. Et c'est ça qui est complètement fou. Aujourd'hui, l'eau
bien commun devrait servir donc à alimenter des productions qui alimentent la population localement en agriculture biologique. Voilà. Les organisations de nouvelles filières sur du fruitier, sur des maraîchers, sur des productions chanvre, lin, tissu, aujourd'hui on n'en entend pas parler. Ou le sorgho qui pourrait substituer le maïs. On pourrait se poser la question, comment on règle le problème? On diminue d'1 million de mètres cubes les prélèvements l'été, on rechange un peu les filières, et tout le monde est content, il n'y a plus de problème. Mais non, aujourd'hui ce qui est maintenu, c'est le maïs. On commence à entendre sur voilà, tous les médias nationaux qu'il y a une plante qui pose problème. Ça fait longtemps que nous, on a des pressions pour ne pas décrier le maïs, parce que c'est une filière économique qu'on dit importante. Mais aujourd'hui, on a vraiment la problématique de cette plante maïs. On a le plus gros semencier européen qui est le leader des OGM au niveau européen, qui est installé à Fontenay-le-Comte. Donc c'est Pionnier France Maïs, c'est eux la tête de filière, hein. Mais maintenant il est très urgent de réorienter les filières, donc de repenser autrement et de voir avec Pionnier quelle est sa marge de manœuvre pour éviter donc de proposer du maïs. Aujourd'hui on a une plante qui n'est pas du tout adaptée à nos conditions climatiques, qui demande de l'eau à la période où il y en a le moins disponible dans le milieu naturel. Dans plein de départements aujourd'hui, en partie dû au prélèvement pour l'irrigation du maïs, on a des approvisionnements en camion pour alimenter la population en eau potable. Donc on veut maintenir cette filière en construisant des bassines en plus, et on voit que ça ne fonctionne pas sur la vallée de l'Autise et sur tous les tests qui ont été faits. C'est une petite partie de la réponse, et au regard de l'empreinte carbone de ces infrastructures, des centaines d'hectares de bâches qui recouvrent le sol, des problèmes rencontrés aujourd'hui par rapport à la qualité de l'eau, avec tous les problèmes de cyanobactéries, de développement d'algues, d'irrigation qui se bouche, dû aux algues, parce que forcément quand on met de l'eau avec du nitrate dans une bassine au soleil, eh bien ça devient tout vert. Donc pour tout ça, ce projet test européen que sont les 10 bassines de l'Autise, eh bien il faut vraiment prendre conscience que ça ne fonctionne pas bien du tout, et qu'il ne faut surtout pas reproduire ce système à l'infini comme le défendent ses promoteurs, à savoir la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qui est le gestionnaire des ouvrages de la vallée de l'Autise, la coopérative de l'eau côté donc Poitou-Charentes, ainsi que le syndicat majoritaire, donc la FNSEA, qui veut continuer sur ce système bassine. Ça ne fonctionne pas.